L'objectif est vraiment d'aborder ce point en profondeur. Donc, on va évoquer comment on peut transformer un certain nombre de comportements pour des apprenants, des managers, des personnes qui, a priori, soyons très transparents, n'ont rien demandé de particulier. On aimerait qu'ils évoluent positivement, on aimerait qu'ils se développent. Et c'est souvent ce type de problématique que vous nous avez remonté lors de votre inscription. C'est comment accompagner le changement, comment former aux enjeux de demain en ayant des communautés de participants qui évoluent effectivement suite à un parcours de formation. Donc, on en arrive à notre première de nos 4 questions. Finalement, déjà, pourquoi l'ancrage, le doing, la mise en mouvement est vraiment un sujet? Alors, j'ai partagé cette slide de la courbe de l'oubli, mais que ce n'est pas que de ça dont on va bien sûr parler. Cette courbe de l'oubli, elle démontre que finalement, au fil du temps, une connaissance va être finalement oubliée si elle n'est pas stimulée. Voilà, donc on a besoin d'être stimulé, on a besoin de rappel et avec un rappel et une stimulation continue, on va pouvoir continuer à conserver cette connaissance. On discutait avec les fondateurs d'une très grosse appli de formation en anglais, ça marche très bien typiquement pour apprendre de l'anglais. Alors, on pourrait se dire qu'il suffit de rappeler des comportements pour les ancrer. Alors, effectivement, avec des rappels, on va ancrer une connaissance du sujet, mais ancrer un comportement attendu et pas juste une connaissance technique, c'est pas juste une question de rappel, de réveil, c'est aussi une question de mise en action. Et c'est cela que l'on va décortiquer. Premier aspect, premier des 4 parties, l'importance du sens et de la cohérence du projet que l'on va ancrer ou que vous cherchez en tous les cas à ancrer. C'est-à-dire que ça peut paraître bateau, mais souvent, c'est là que les projets pêchent. Nos interlocuteurs, des RH ou de la formation vont souvent dans un sens et parfois, on peut se rendre compte a posteriori que c'était pas forcément la priorité des apprenants ou même la priorité parfois du comité de direction. Nous, on a bâti un modèle de prédiction de résultats de nos projets chez les clients et c'est d'ailleurs un des points qui pèse le plus lourd sur le succès d'un projet, c'est cette question du sens. La première clé, ça va être le sponsoring cohérent du projet. Cohérent dans le sens où il va être aligné avec la vision du COMEX, avec les priorités stratégiques du moment pour l'organisation, avec les besoins des apprenants également. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se poser les questions suivantes. Le CODIR, est-ce qu'il est OK avec les pratiques ou les actions que l'on souhaite ancrer? Les comportements sont-ils en ligne avec ce que eux font? Est-ce qu'ils ont une forme d'exemplarité ou du moins un souhait de progression sur ce sujet? Troisième question, est-ce qu'ils vont rentrer eux-mêmes dans le dispositif comme les apprenants? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu et se mettre à apprendre avec eux? La deuxième clé, c'est de personnaliser les contenus de façon cohérente avec la stratégie. On parle de contenus qui sont dédiés à l'ancrage, qui soient du coup cohérents avec la formation ou avec le séminaire. Donc ça paraît évident, mais aussi qui soient personnalisés avec les messages clés, la stratégie de l'entreprise pour que les apprenants s'y retrouvent, pour que les apprenants puissent faire le lien entre la stratégie globale et finalement les objectifs business. Et du coup, ils vont mieux comprendre pourquoi on leur demande de développer ces compétences parce qu'ils vont y voir tout d'un coup les gains du point de vue stratégie globale et objectif business. La deuxième clé, enfin en tout cas les 2 suivantes, tournent autour de cette notion de structurer ensuite le passage à l'action. Une fois que le sens et la cohérence du projet ont été trouvés, cela repose sur comment techniquement mettre en mouvement. Alors bien sûr, vous allez réfléchir à des exercices d'application, sans doute. Ce qui est très important, c'est que ces exercices sont vraiment déclinables dans le quotidien en temps masqué de façon assez peu impliquante. Donc, ça veut dire des questions très courtes, des mises en situation hyper spécifiques où le temps de cerveau disponible pour répondre à l'exercice d'ancrage est relativement court. Donc, des situations très sharp dans lesquelles vous allez les projeter. Donc, dans telle situation, si telle personne dit cela, comment réagis-tu? Il faut vraiment que vos exercices soient opérationnables, c'est-à-dire pertinents dans le quotidien de l'apprenant qui, par ailleurs, est débordé et a une charge mentale vraiment complètement saturée. Ça veut dire qu'il faut anticiper aussi le temps que ça prend pour pouvoir très facilement rentrer sur des sujets très sharp de façon pragmatique et rapide. Quatrième clé, qui est le pendant de cela, c'est que le programme doit être bâti pour que les contenus, les techniques à ancrer apportent immédiatement de la valeur ajoutée. C'est important de pouvoir, grâce à ces nouveaux comportements, résoudre des problématiques concrètes et vécues au quotidien par les apprenants, parce que ça va donner envie de s'y plonger durablement. Alors, si on prend l'exemple du management qu'on connaît bien, objectivement, vouloir que les gens adhèrent à de nouvelles pratiques, ça fait parfois pas partie de leurs objectifs et ça apporte pas toujours une valeur ajoutée immédiate. Spécialement parce que, ce que nous disent la plupart des gens avec qui on échange, c'est que, comme le disait Alexia tout à l'heure, ils sont sollicités par plein de sujets. Dans notre calcul de prédiction du return on investment des projets chez nos clients,
on met la valeur ajoutée du projet quotidien de l'apprenant avec un coefficient de 30% sur le poids du résultat. Est-ce que finalement, toutes les techniques qu'on est en train de leur apporter vont être utilisées, vont les faire grandir dans leur management au quotidien pour résoudre des situations concrètes? C'est presque un tiers des chances de succès du projet. On arrive aux 2 leviers qui vont permettre de tenir dans le temps. C'est nécessaire de déclencher l'envie. L'envie de tenir dans le temps, elle va arriver notamment parce que vous allez proposer de la nouveauté et donc cette envie, elle va être activée comment? Elle va être activée par un mélange assez subtil, de neurosciences, de biais cognitifs, de motivation intrinsèque, de mimétisme, de nudge et c'est là qu'on voudrait rentrer un petit peu plus, dans le détail de ces notions. Alors, quand on s'intéresse au comportement des humains, en fait, qu'est-ce qui va leur donner envie? On avait envie de vous citer 4 approches qui permettent vraiment de comprendre ce qui donne envie à un être humain d'ancrer quelque chose ou de faire quelque chose qui lui est demandé. Alors, d'une part, on peut étudier les ressorts intrinsèques de la motivation. Alors, on a vu le sens tout à l'heure est un levier fort de motivation. Et en fait, quand on s'intéresse plus particulièrement aux ressorts intrinsèques de motivation des individus, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui fait que, sans aucune forme de récompense, de carotte ou de bâton, comment est-ce qu'on peut vraiment donner envie à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, ça peut être le sens, d'autres ont besoin de convivialité, d'autres de s'exprimer ou quoi que ce soit. Après, il y a aussi l'étude des biais cognitifs. Et on voit qu'en anticipant quelquefois des phénomènes contre-naturels, contre-intuitifs, on peut être bien plus vigilant à ces biais cognitifs, c'est-à-dire ces détours que font nos cerveaux dans des schémas de décision. Par exemple, si on récompense lors d'un parcours d'ancrage ou quelqu'un qui spontanément s'est engagé dans quelque chose de totalement humain, quelqu'un qui a été généreux, quelqu'un qui a partagé quelque chose et qui finalement se voit récompensé alors qu'il n'a rien demandé, alors ça tue sa motivation intrinsèque puisqu'il l'avait fait spontanément. À l'inverse, si on force des personnes à avoir un comportement généreux, eh bien ça va changer l'image qu'il va avoir de lui-même et il va ensuite devenir plus généreux spontanément, avoir plus de générosité. Je vais Théorie donner deux comportementale. autres exemples de théories scientifiquement reconnues qui aident à donner envie, comme tu dis, Alexia. La première, vous la connaissez peut-être, c'est la théorie des neurones miroirs, qui nous apprend que lorsque des individus écoutent des retours d'expérience de personnes semblables, leur cerveau, c'est l'analyse des neurosciences qui nous dit ça, leur cerveau s'échauffe dans les mêmes zones d'activité que s'ils avaient été en train de la faire. Donc, il y a une forme de mimétisme qui s'opère. Et c'est ce sentiment inconscient de similitude, de proximité avec les alter-ego qui permet d'opérer finalement la transformation auprès de ceux qui n'ont pas été à faire, mais qui ont bénéficié du passage à l'action des doueurs, sous réserve bien sûr que ces doueurs qui ont fait l'action fassent un retour d'expérience auprès de ces autres semblables. Donc, bon, tout ça pour dire que c'est bien de partager son retour d'expérience pour faire progresser ceux qui ne sont pas encore passés à l'action. La deuxième théorie que je voudrais évoquer, c'est la théorie du nudge qui apporte beaucoup dans les changements de comportement. Donc, grâce au nudge, en fait, avec l'impact des chiffres, de l'émotion, du plaisir, du contexte, comme je l'expliquais avec l'aéroport, eh ben, on est sorti du domaine simplement publicitaire en rédigeant des contenus de cette façon pour favoriser des micro-comportements de bons managers. Pour donner envie, il faut maintenir également la curiosité avec des nouveautés, nous y voilà. Donc typiquement, dans des parcours d'ancrage de nouveaux comportements, c'est important d'avoir régulièrement des nouveaux formats, des nouveaux contenus, des nouvelles façons de faire, des nouvelles fonctionnalités si on est dans le digital, de mixer du synchrone, de l'asynchrone, qu'il y ait des relances, de la personnalisation, enfin donc tout un ensemble de types d'apprentissage en solo, entre pairs, pour effectivement continuer à avoir dans le temps envie de continuer à apprendre et à progresser puisque ça demande quand même un effort. Le dernier levier pour maintenir cette envie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé nous au sein de la WeBox, c'est de pouvoir un peu comme si vous étiez toujours à côté de vos apprenants, de maintenir un binôme de soutien de stimulation pour aider vraiment ces personnes à faire face à toutes les questions qui vont se poser dans le quotidien lorsqu'ils vont vouloir appliquer les conseils et les apprentissages qu'ils ont appris. Donc, comme si vous aviez un coach avec vous qui va vous stimuler quand vous n'agissez pas et va vous soutenir lorsque vous avez des questions. Alors, ça peut être d'apporter une hotline avec des experts en disant quand je suis face à cette situation, je n'y arrive pas. Ça peut être de faire du co-développement. Ça peut être également, et nous, c'est le parti pris de la WeBox, et on va y passer un petit peu de temps,
une stimulation par des algorithmes. Nous avons 25 algorithmes qui stimulent, réveillent, conseillent, soutiennent les participants via de l'intelligence artificielle qu'on appelle Lazare. Mais cela peut être également un soutien relance par un binôme, un collègue, une communauté qui va donner un effet d'entraînement, qui va stimuler. Voilà. Donc c'est important de créer cette structure d'entraide et de progression collective pour à la fois réveiller et en même temps se donner des coups de main sur le terrain face aux questions que peuvent avoir nos communautés d'apprenants. Je vous propose d'aborder les leviers 7 et 8 d'ancrage de comportement attendu, qui sont l'importance en fait de constater la progression. Ce qui est très important pour tenir dans le temps, c'est d'avoir un objectif de progression. Voilà, pour pouvoir faciliter l'ancrage, c'est important que chacun, même ceux qui n'ont pas forcément demandé quoi que ce soit, ait vraiment un but à atteindre et une constatation quasiment scientifique de leur progression, de leur montée en compétences et d'un ancrage réussi. Alors, pour vous, en tant que chef de projet, c'est important sur un retour sur investissement de savoir que l'ancrage est réussi, mais pour les managers, les participants de vos parcours, c'est très important. C'est important donc d'évaluer à chaud le sentiment de la progression, mais surtout à froid, par exemple 1 mois plus tard. Ça peut être des quiz, ça peut être la perspective d'avoir une certification, d'un certificat ou d'une validation d'un chemin parcouru. On a souvent des contenus, par exemple, conditionnels d'ancrage. C'est que si j'ai réussi cette étape, je passe à la suivante. Mais cela peut aussi prendre une autre forme qu'on avait envie aussi d'expérimenter avec vous, qui finalement, si quelqu'un a progressé sur ses comportements et a modifié effectivement ses pratiques, seule pour nous, une évaluation à 360 degrés par ses collaborateurs, ses confrères, ses collègues, peuvent apporter la preuve de la progression. Voilà, donc, dans nos outils, on a des outils d'évaluation des compétences managériales, par exemple. Et l'originalité de la WeBox, c'est que cette mesure de la progression, en fait, comme nos déploiements se font sur plusieurs mois, ça va être une évaluation sous forme de contrôle continu.